garbage collection, qui s'appelle en français ramassage de miettes. Hein. J'ai aussi vu glaveur de cellules, mais je préfère qu'on ramasse de miettes. Garbage collection. Après, je vais vous donner le meilleur paradigme pour la programmation concurrente. Malheureusement, il n'y a aucun langage qui existe qui soutient vraiment ce paradigme, mais ça reste un but qui est très bon, et ça viendra. Hein? Vous allez vous souvenir que je vous en ai parlé avant que vous voyez ça. Vous allez voir ça probablement dans quelques années. Ça s'appelle Functional Data Flow, aussi Data Flow fonctionnel, avec Core. Et je vais vous donner trois exemples. La composition concurrente, la composition concurrente dynamique et l'élimination de dépendances séquentielles dans les programmes. Sur des vrais programmes concurrents non triviaux. C'est intéressant, vous allez voir ça. Mais je vais d'abord vous parler de gestion de mémoire. Memory management. Comment est-ce qu'un système d'exploitation et un langage de programmation gère son mémoire? Et on va l'expliquer avec la machine abstraite. Donc c'est aussi une application de la sémantique, mais ça correspond très directement à ce qui se passe dans le système. Au niveau de la machine abstraite, ça vous permet de mieux comprendre. C'est important pour tous les paradigmes et en pratique, beaucoup de langages actuels utilisent ça. La plupart des langages que vous utilisez font la gestion de mémoire automatique qui s'appelle garbage collection. Et pour introduire ça, je vous rappelle, on a déjà vu la récursion terminale, l'optimisation du dernier appel, la last call optimization. Ça s'appelle aussi la récursion terminale. Sacrée identité. C'est écrit Et Stéphane. on voit avec ça que la taille de la pile n'augmente pas. C'est quoi ton nom de famille officiel? Et c'est important pour les Justin. agents. Justin. Mais maintenant, on va aller plus loin. On va gérer toute la mémoire. Et pour vous expliquer ça, je vais vous présenter un petit programme très simple. Mais ça marche avec tous les programmes. Hein. Mais avec ça, on va exécuter le programme. Et vous allez voir ce qui se passe dans la mémoire. On va tout voir. C'est un programme très simple. Loop 10, si i égale 10, rien. Sinon, on browse i et on appelle loop 10 i plus 1. Loop 10, 0 va afficher les entiers de 0 jusqu'à 9. C'est super simple. Et on va voir exactement ce qui se passe dans la mémoire avec ce programme. Attention, il y a une petite faute de frappe. Ah oui, ça, il est toujours là. Ah non, ça c'est bon. Il y a une faute de frappe dans le slide. Je vais mettre à jour le slide. Ici, je vais vous montrer un peu l'exécution. Pour que ça devienne plus clair, la pile est toujours en bleu. Je commence par loop 10 de 0 avec un environnement et une mémoire sigma. Si on continue à exécuter ça, on a le if, après on fait browse i, avec i, c'est une variable petit i0. Hein, le 0, en fait, c'est une variable petit i0 qui est égal à 0. Et on est à l'appel récursif, loop 10 i plus 1, aussi avec le même environnement, et on a la variable i0 égale 0 en mémoire. D'accord? Et donc, on continue, on affiche 0, on fait l'appel récursif ici, et à un certain moment, ici, on rentre dans l'appel récursif, le browse i, mais cette fois, i est une référence à i1, une nouvelle variable égale 1, et on appelle l'appel récursif, toujours, vous voyez, c'est le même appel qu'avant, sauf que la variable a changé. Et donc on fait le browse et on continue. Et si on continue comme ça, vous voyez qu'il y a une série de nouvelles variables qui est créée, 0, I1, I2, jusqu'à I9. Et ça s'accumule.
Vous voyez qu'à la fin, quand on va afficher 9, ici, l'identificateur I correspond à I9, I9 c'est égal à 9. Après, ça va être terminé. Mais toutes les autres variables sont toujours en mémoire. Il n'y a aucune manière d'éliminer les variables de mémoire. On les crée toujours, avec l'affectation unique. Hein, on crée des structures de nouveau. Ici. Même si ces variables, I0 jusqu'à 8, on n'en a plus besoin. Il n'y a que I9 dont on a vraiment besoin. Hein. On voit sur la file, on ne regarde que I9. Donc on peut observer deux choses ici. D'abord, la taille de la pile ici en bleu est constante. Ça c'est l'optimisation du dernier appel. J'appelle ça la résolution terminale. Par contre, la mémoire, sigma, grandit toujours. Mais la plupart des variables ne sont utilisées que pendant un court moment, après on les enlève. C'est souvent comme ça, c'est dans tous les langages, pas simplement des langages fonctionnels. On fait plein de calculs temporaires qui ont besoin de structure, de trucs, et après on continue. Hein, et du coup, il y a plein de variables inutiles qui traînent comme ça en mémoire. Alors, ça c'est un peu bête d'avoir tout ça qui traîne, et donc on va essayer d'éliminer ça. Donc c'est ça le garbage collect. Donc pour mieux vous expliquer comment est-ce que la machine abstraite est connectée au processeur, vous avez déjà vu dans un autre cours, hein, le langage assembleur, les instructions, la mémoire c'est une séquence de mots. Hein. La mémoire d'un processeur, c'est un ensemble, mais en fait une séquence numérotée à partir de 0 de mots. Un mot, c'est on peut voir ça comme un entier avec une certaine taille, 64 bits ici. Avant c'était 32, mais depuis quelques années, la taille standard est devenue 64. C'est pas mal, hein? C'est 18 chiffres en décimal là. Donc c'est pas mal, pour un seul mot. Doucement parce qu'il y a la caméra. Et la pile et la mémoire sigma sont représentés avec ces mots. On a donc des mots, ça ici, c'est numéroté en binaire, mais c'est des mots de 64 bits. Et tout ce qu'on fait, hein, tout ce qu'on fait ici, c'est codé avec des mots. Ici, on est au niveau de la machine abstraite, là, on est au niveau de la mémoire. Donc ça, c'est le rôle du compilateur pour cette représentation. Dans ce cours, je n'ai pas parlé comment exactement ça marche. Vous avez déjà vu ça un petit peu dans d'autres cours, dans un cours du compilateur, mais tout ce que je vais vous dire ici, c'est qu'on représente la pile sémantique de la mémoire avec des mots. Et si on a besoin de faire des trucs ici, on a besoin de mots ici. Et si on n'a plus besoin, alors on n'a plus besoin de ces mots. Donc pour le processeur, c'est une question de gérer les mots. Et quand un processus, Mozart ou autre, est démarré, c'est le système d'expression qui lui donne un ensemble initial avec une certaine taille. Je ne sais pas. 16 mégaoctets, ou ça dépend. Hein. Quand on démarre un processus, on lui donne un ensemble de mots fraîchement utilisables pour que le programme puisse faire ses calculs. Okay? Et c'est le programme lui-même qui gère ça. Le système d'exploitation lui donne ça. S'il a besoin de plus, si 16 n'est pas suffisant, alors on peut faire un appel au système d'exploitation pour demander un peu plus. Hein. S'il a besoin de gigas, bon, on va essayer de vous donner des gigas. Hein. Si le système d'exploitation a épuisé, c'est à un certain moment il n'y en a plus, eh bien le programme va être arrêté. Hein. Pas assez de mémoire. Mais on espère que ça n'arrive pas.
Okay? Et donc, un mot ici, chaque mot ici a un cycle de vie. Il est quelquefois utilisé par le programme, ou quelquefois il n'est pas, il est libre. Et donc, on peut voir pour chaque mot une sorte de cycle de vie. Il y a 3 étapes pour un mot où il est actif, ça veut dire que le programme est en train de l'utiliser. C'est le mot qui représente le 5 ici, ou les instructions, là, ou la pile. Où il est libre, c'est un mot qui n'est pas utilisé dans le programme, mais il est disponible. Si le programme a besoin, on peut commencer à l'utiliser. Mais il y a un 3e état très intéressant, ce sont des mots qui deviennent inactifs. Ça veut dire que c'est un mot qu'on n'utilise plus, le programme n'en a plus besoin, mais le programme ne sait pas que ce mot est libre. En fait, il est libre dans les faits parce que le programme ne va plus jamais l'utiliser, mais le programme ne le sait pas. Et à ça, on va voir, ces mots sont très gênants parce que pour pouvoir les récupérer, il faut savoir sûr et certain qu'on ne va plus les utiliser. Ce n'est pas totalement évident. Et donc, quand on a un mot qui commence sa vie, il est libre. On va allouer le mot, allocate, il devient actif. Et où il y a 2 possibilités. On peut tout de suite le rendre libre de nouveau quand on n'en a plus besoin. Ça s'appelle deallocate. Ça, typiquement, c'est pour les mots sur la pile. Parce que quand la pile diminue de taille, c'est clair qu'il y a certains mots, on est sûr et certain qu'ils sont libres. Par contre, il y a d'autres mots, on ne voit pas très bien quand ils sont libres. Le programme n'en a plus besoin à un certain moment, il ne va plus jamais les utiliser, mais ils ne sont pas pour autant dans la pile des mots libres, parce que le programme ne sait pas qu'ils sont libres. Il faut les récupérer, reclaim. Donc, comment est-ce qu'on le sait? Il y a peut-être le programmeur qui sait que ces mots sont libres, typiquement dans un langage comme C, et le programmeur va les redonner. Il y a un appel en C qui s'appelle free. Il y a malloc et free pour les rendre libres. Ou il y a l'algorithme qui tourne, qui va se rendre compte que ces mots inactifs sont libres et il va les donner. Cet algorithme automatique s'appelle garbage collection. Okay? Donc il y a 2 manières pour un mot de redevenir libre. Il y a une manière directe. Ça, on sait qu'il est libre tout de suite. Ça, c'est pour la pile. Et il y a une manière indirecte où le mot en mémoire, à un certain moment, le programme n'en a plus besoin. Mais pour savoir qu'il est libre, il faut faire un travail. Okay? Et c'est ça le but de ce que nous allons voir là tout de suite. Je veux vous montrer cette chose-là. Comment est-ce que ça marche entre actif, inactif et libre. Okay? Ça, c'est quelque chose de très intéressant et les algorithmes sont parfois très compliqués. Attention, en fait, quand un mot devient inactif, ça arrive tout le temps. On a besoin, on crée une structure de données en mémoire, on fait le calcul, à un certain moment, on n'a plus besoin, il faut commencer à faire autre chose. Mais il faut savoir que cet espace est libre. On ne peut pas réécrire dessus, parce que qui sait qu'on a encore besoin de ça. Il faut être sûr et certain qu'on n'a plus besoin. Mais si on fait erreur, tout bloc de mémoire, un bloc c'est plusieurs mots, doit toujours redevenir libre. Ça s'appelle reclaiming ou récupérer. Mais parfois on fait des erreurs. Il y a 2 types d'erreurs qui arrivent. Ça s'appelle un pointeur vide ou un dangling reference ou une fuite mémoire. J'aime bien l'expression fuite. Un dangling reference, c'est on récupère le mot, mais c'est une erreur parce qu'il y a toujours un pointeur vers ce mot. Donc on ne devrait pas le récupérer, mais on le récupère quand même. Et si on ouvre, on essaye de le réutiliser, le programme va se planter.
Deuxièmement, c'est une fuite mémoire. Un mot devient inactif, mais il n'est jamais récupéré. Ça veut dire que la taille de la mémoire grandit, grandit, grandit. L'exemple que j'aime bien, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le film Kirikou et la sorcière. Ça vous dit quelque chose? C'est un très beau film, d'ailleurs, ça existe, si vous n'avez pas vu, je vous le montre. Et à un certain moment, il y a un monstre, il y a une source qui devient, qui ne marche plus, il n'y a aucun eau qui sort. En fait, il y a un monstre dans le rocher qui boit de l'eau, qui grandit toujours. Ça, c'est une fuite mémoire. Et après, c'est une réseau qui va déboguer ça. Elle est artificielle. Donc ça, c'est les notions de fuite. Donc c'est très méchant, bien sûr, surtout les programmes qui tournent pendant longtemps. Un système d'exploitation, par exemple, peut tourner, s'il est bien écrit, pendant des semaines, 171. Hein? Vous avez déjà vu ça. Au moins, si vous avez un Mac, vous avez déjà vu ça. Ça peut tourner des semaines. Ça veut dire que le système d'exploitation, il faut certainement qu'il n'y ait pas de fuite dedans, hein, parce qu'à un certain moment, il va déborder et il va se planter s'il y a une fuite. Donc les deux erreurs sont méchantes. Et ce qui est très méchant sur ces deux erreurs, c'est qu'on ne les voit pas tout de suite. Hein? On a une référence vers un mot qui est récupéré, qui n'aurait pas dû être récupéré. Ça ne va pas tout de suite faire planter le programme. Il va planter plus tard, quand on essaie de l'utiliser. Et une fuite mémoire, c'est pareil. Quand la mémoire grandit, le programme continue à marcher. Ce n'est que plus tard qu'il va se planter. Donc c'est vachement méchant comme problème. Et du coup, il ne faut pas qu'on fasse des erreurs dans la récupération. Hein. Et avant, dans la préhistoire, je parle des langages donc C et C++, on faisait toute la récupération à la main. C'était la responsabilité du programmeur. Et c'était vachement chiant parce que s'il oubliait de faire ça bien, il y avait un problème. Et à partir d'un certain moment, on a inventé des algorithmes pour faire ça. Il s'appelle Garbage Collection. Et ça devient complètement automatisé. Le programmeur ne va pas du tout se faire de soucis. Donc on engage du Java, du Python, ou Erlang, ou Oz, ou la plupart des langages qui ne sont pas des assembleurs, font ça aujourd'hui. Donc c'était un vrai progrès. Okay? Bon, mais je veux maintenant vous montrer comment est-ce que ça arrive. On va retrouver notre petit programme Blue. Ici en bleu, la pile. On voit les itérations successives I0, I1 jusqu'à I9. Et on voit sigma, ici, la mémoire, continue à grandir. Vous voyez que la pile, à certains moments, entre le deuxième et le troisième, la pile diminue de taille. On enlève le sommet de la pile. Eh bien, la mémoire qui était nécessaire pour ça peut être récupérée tout de suite. OK? Quand la pile rétrécit, shrinks, les mots peuvent être désalloués tout de suite, devenir libres. Par contre, la mémoire sigma 1, c'est l'affectation libre, ne va jamais rétrécir, on ne fait qu'ajouter des variables. Et ce n'est pas simplement dans le paradigme fonctionnel. Si on crée une structure de données avec des pointeurs, on a un pointeur vers un bloc, et ce bloc, il y a une autre partie du programme qu'on ne peut pas l'utiliser si on n'est pas sûr qu'il n'est encore nécessaire. Donc c'est un problème qui existe pour tous les paradigmes et pour les cellules aussi. On ne fait qu'ajouter des cellules. Mais si une cellule ou une variable n'est plus nécessaire, elle devient inactive. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va examiner ça en détail. En fait, la condition est très simple. Un mot est inactif
si on ne peut pas l'atteindre en partant de la pile. En fait, on commence toujours de la pile parce que c'est la partie qui contient les instructions qu'on exécute. Hein? Par exemple, ici, browse i, loop, list i plus 1, en bleu c'est la pile. Et on voit que i9 est utilisé. Donc les variables de i0 jusqu'à i8 sont inactives. Et on aurait vu, on pourrait, sans aucun danger, les enlever et les récupérer. On pourrait. Mais ce qui est important, c'est la pile. Parce que c'est la pile qui contient les instructions qu'on exécute. C'est la partie active du programme. Et bien sûr, si on a plusieurs threads, chaque thread c'est une pile. Donc il faut regarder toutes ces piles-là. Hein, voici un autre exemple. C'est un autre programme. Hein. Je ne peux pas vous montrer le programme, mais juste pour avoir une structure de données. Je fais browse i, mais maintenant i est une liste. K1 est C bar K0, K0 est nil, et C est égal à 6. C'est en fait une liste d'un élément, 6. Hein. Par contre, en mémoire, il y a aussi K2 égale B bar K1 et B est égal à 5. Donc il y a une liste 5, 6 dans la mémoire, mais on n'affiche que la liste 6. Hein. Le browse fait référence à la liste 6 par nil sur les variables K1, C et K0. Mais, attention, donc sur la pile il y a K1. K1 ici égale C bar K0. Donc il y a une référence indirecte à C et K0. Donc sur la pile on voit K1. Mais en fait, on a aussi besoin de C et de K0, parce que K1 est égal à C, K0. Donc, il y a une référence indirecte à C et K0. C'est ça? Mais toutes ces variables sont atteignables, sont reachable. Par contre, les variables K2 et B ne sont pas atteignables à partir de la pile, et donc sont inactifs. Donc K2 et B sont inactifs, mais K1, C et K0 sont actifs. Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est détecter que K2 et B sont inactifs et récupérer la mémoire. Parce que bon, ça utilise la mémoire, hein, des mots. Donc il faut trouver toutes les variables inactives. Ok? Donc, on va regarder ça un peu en détail. Donc, l'exécution du programme est donc déterminée par la pile qui contient les instructions. Et les mots représentent les variables des cellules. Tous les mots qui sont atteignables, reachable, directement ou indirectement, à partir de la pile, sont actifs. Et les autres sont inactifs. Ça veut dire que le fait d'être inactif est une sorte de connaissance négative. Hein? Un mot est inactif s'il n'est pas atteignable. Et la seule façon de trouver ça, c'est de trouver tous les mots qui sont atteignables à partir de la pile et voir s'il y en a d'autres mots qui restent. Ce sont ceux-là qui sont inactifs. Hein? Ce n'est pas aussi simple. Donc on doit trouver toutes les variables et les cellules qui sont unreachable, qu'on ne peut pas atteindre à partir de la pile. Ce n'est pas un algorithme simple, et je ne vais pas vous donner tout l'algorithme qui fait ça. En fait, il faut suivre, continuer à voir de tout ce qui est atteignable jusqu'à ce qu'on a tout trouvé. Techniquement, ça s'appelle une transitive closure, fermeture transitive. Ça veut dire qu'on va suivre les variables atteignables jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Et je vais vous simplement donner une définition de la relation d'atteignabilité contre une variable atteignable à partir de la pile. Mais je ne peux pas vous donner l'algorithme. En fait, il y en a plein. C'est un énorme domaine, il y a des gros livres qui sont écrits dessus. Tous les systèmes contiennent ces algorithmes. Il y en a plus ou moins efficaces. C'est un énorme
trou qu'on peut tomber dedans et passer toute sa vie à faire des trucs sur le garbage collector. Mais tout ce que je vais vous donner, c'est une définition quand est-ce qu'une variable est atteignable. Et après, vous pouvez, si ça vous intéresse, essayer de les trouver. Hein. Sur la machine abstraite, on peut graver la ligne comme ça. Okay. Donc, il y a une relation formelle, c'est la partie la plus formelle que je vais vous dire ici. Hein. C'est juste pour dire quand est-ce qu'une variable est atteignable à partir de la pile. Donc, on a donc un état d'exécution, ST et sigma. ST, c'est la pile, et sigma, c'est les deux mémoires. Hein. C'est les mémoires avec les variables et les mémoires avec les cellules, sigma 1, sigma 2. Et j'ai V sigma, ce sont toutes les variables qui sont dans sigma. C'est un ensemble de variables. Et VST sont des variables sur la pile. Hein. On va supposer que ce sont des structures, en fait, hein, abstraites. On peut voir quelles sont toutes les variables hein, qui sont, en général, sont dans les environnements, hein, sur la pile. Et en mémoire, bon, c'est un ensemble de variables en mémoire. Hein. On peut définir une relation. Donc, Y est atteignable à partir de X si, dans la mémoire, il y a une structure de la forme X égale R, F, double point Y. Donc, s'il y a un record dans la mémoire, un record lié à X, dont un des arguments c'est Y. Donc, c'est clair que si on peut arriver jusqu'à X, eh bien, on peut arriver jusqu'à Y aussi, parce que X, c'est le record, et Y, c'est un des champs. Okay? Mais on peut aussi avoir X égale Y, variable égale variable. Donc, Y est atteignable à partir de X. Hein? Si X est atteignable, et on a X égale Y dans la mémoire, et enfin pour les cellules, si on a une cellule X double point Y, eh bien si X, la cellule, le nom de la cellule est atteignable, alors il est clair que son contenu est aussi atteignable. Donc ça c'est un pas, hein, ça s'appelle one step. Après, il faut faire plusieurs sauts, hein, plusieurs pas. Donc n'importe quelle variable X est atteignable, donc X en V sigma, s'il y a un chemin qui commence avec X0 sur la pile et qui continue avec un certain nombre de pas jusqu'à X. Hein? Et pour chaque pas, on va atteignabilité. Vous voyez? En fait, c'est assez intuitif. Hein? On continue à suivre, on peut voir ça comme des pointeurs hein, dans la mémoire, mais ça peut aussi être une structure comme un record. Hein. Donc, il faut un algorithme qui vous trouve tout ça. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, à un certain moment, on arrête l'exécution du programme, parce que ça ne marche pas si le programme est en train d'exécuter en même temps. Donc, rien ne bouge pas. On a la pile et on a la mémoire. On trouve toutes les variables qui sont atteignables avec tous les chemins à n'importe quelle longueur. Et en général, on les marque en mémoire avec quelque chose, on les distingue, on les met quelque part. Et les autres, les variables qui restent, on peut les récupérer et on les remet dans la pile de free. Ça, c'est l'idée. Ça a l'air pas trop compliqué, mais si on veut le faire efficacement et correctement, c'est un peu compliqué. Ok? Donc, je retombe sur le cycle de vie d'un mot. Donc, on a ici un mot free, actif, inactif. Donc, supposons qu'on a un état d'exécution, ST et sigma. Un mot, donc ça, ST sigma, c'est ici. Hein? C'est tout ce dont on a besoin pour expliquer, mais à un certain moment, il y a une variable dans sigma dont on n'a plus besoin. Elle devient inatteignable. Pourquoi? Eh bien, il n'y a plus aucun chemin qui mène vers la variable. Bon, c'est parce que c'est une structure temporaire. Et une fois qu'on a fait le calcul, on va créer un arbre, par exemple. Et après, on n'a plus besoin de l'arbre. Donc, il n'y a aucune variable qui va différencier l'arbre. Donc,
Okay. Et l'algorithme qui fait ça s'appelle garbage collect. Donc ici, entre inactif et free, on fait tourner cet algorithme, ici en gauche, qui va vous faire ce pas, qui va compléter le cercle. Si on ne peut pas compléter le cercle, on a un free de mémoire, bien sûr. Chaque mot continue à circuler comme ça. Il est libre, on l'utilise. Chaque mot il est inactif, il redevient libre et ainsi de suite. Donc pendant que votre programme Java tourne, les mots sont en train de tourner en rond comme ça. Tout le temps. Okay. L'algorithme de garbage collect, c'est relativement complexe si on veut le coder. Et surtout que c'est un algorithme qui marche directement sur les mots, donc sur les mots binaires. Donc dans ce cours, je ne vais pas vous donner cet algorithme pour vous-même, vous voyez ce qui se passe. Okay. En plus, il ne doit pas être trop long. Dans un programme Java, comment ça s'arrive? Eh bien, quelquefois, un programme Java fait une petite pause. Il fait son garbage collect et après il continue. Il ne faut pas que cette pause soit trop longue, sinon les utilisateurs sont gênés. Et donc c'est tout rare d'avoir des algorithmes qui marchent bien, mais dans des pauses qui sont petites. Okay. Et donc comment est-ce qu'on voit ça dans la sémantique? Bon, on retombe sur notre exemple, loop 10 s'exécute. On est arrivé ici avec I9. On a 9 variables, 10 variables, I0 jusqu'à I9, et on a une flèche spéciale qui est garbage collect. Mais pour la machine abstraite, cette flèche ne fait rien. Cette flèche ne change pas l'exécution du programme, parce que le programme n'a pas plus besoin de ces variables. Donc pour le programme, ça ne fait aucune différence. Par contre, avec ici on tourne GC, on va éliminer les variables I0 jusqu'à I8. Donc on va carrément réduire la taille du mémoire. Et normalement, c'est dangereux. Mais bon, ça se fait pas. On augmente toujours. Mais le GC a le droit de le faire si c'est correct. Donc formellement, il va commencer par un état ST sigma. Si on fait un garbage collect, on garde le même ST. Ça ne change pas les instructions. Et on a un nouveau sigma prime qui est plus petite que sigma. Pas toujours. Si on exécute le garbage collect une deuxième fois, ça ne va pas rétrécir plus, parce qu'on a déjà enlevé toutes les variables non atteignables. Mais exécuter un garbage collect n'est jamais une erreur. On peut l'exécuter à n'importe quel moment. Ça ne gêne pas le programme. OK? Pour garbage collect, la plupart des langages de haut niveau font ça d'une manière ou d'une autre. Java, Python, Erlang, Oz, Haskell, Ski, bon, il y en a des dizaines. Sauf si le langage est super primitif, il va faire du garbage collect. C'est tellement agréable de ne pas avoir à le faire à la main. Il existe des langages de très bas niveau qui donnent un accès direct au processeur et qui ne font pas de garbage collect. Typiquement, les plus utilisés actuellement, c'est C et C++. C'est super bas niveau. C et C++. On a un accès direct à la mémoire avec ces trucs-là. Et la gestion doit se faire à la main. Ah, c'est nul. J'ai fait ça il y a longtemps. Il y a plein de théories comme ça. Vous ne pouvez pas voir comment on est heureux d'avoir un garbage collect dans le système. Mais, pour la petite histoire, il existe des algorithmes de garbage collect pour C et C++. Attention, c'est pas facile, parce qu'en C et C++, on a un accès direct à la mémoire. On peut donc faire des calculs avec des adresses, pointer arithmetic. On peut aussi faire du typecast, changer les types d'un pointeur. Et le garbage collect, pour le garbage collect, ça va complètement déboussoler. Ça casse complètement le reachability. Mais il existe
des trucs qu'on appelle conservative garbage collect, qui essayent quand même de faire du garbage collect pour C++. Ça marche relativement bien quand même. Hein. Mais je ne vous souhaite pas d'être dans une situation où vous êtes obligé d'utiliser ça quand même. Hein. Ça reste très dangereux. Ok? Ça marche, mais l'utilise pas. Pour le garbage collect. Ok, ça vous savez, ça. Il y a juste un dernier truc que je vais vous mentionner. La notion de, on a parlé de mémoire active, mais il y a aussi un autre chiffre qui s'appelle la consommation en mémoire, consumption. Et ce sont deux chiffres complètement différents. Donc le garbage collect s'occupe du active memory, c'est la mémoire dont le programme a besoin à un instant donné pour faire son travail. Et je vous donne un exemple d'un programme qui a une très grande mémoire active, mais une toute petite consommation. La consommation de mémoire, c'est combien de nouveaux mots on a besoin par seconde. Donc un programme qui a beaucoup de structures temporaires, il va avoir une énorme consommation, même si sa taille active est petite. Et l'inverse est possible aussi. Donc, si j'ai une base de données en mémoire, un in-memory database, toutes les données sont en mémoire, donc la mémoire active est super grande. Mais si on fait une query, une requête, on va simplement chercher un petit bout. Donc, la consommation, le nombre de nouveaux mots par seconde est petit. Hein, ça, c'est l'exemple d'un programme avec beaucoup de mémoire active, mais une toute petite consommation. Et j'ai aussi un exemple du contraire. La consommation, c'est donc le nombre de nouveaux mots libres dont on a besoin toutes les secondes. Typiquement, quand on a beaucoup de structures temporaires, l'exemple, c'est un simulateur de physique, par exemple, qui simule les molécules de gaz dans une boîte, des millions de molécules dans une boîte comme ça. Il y a une énorme consommation, parce que chaque particule bouge. Et la particule parfois se cogne, donc il y a beaucoup de calculs à faire, beaucoup de mémoire temporaire. Par contre, la mémoire active est petite. Même pour 1 million de particules, chaque particule a simplement une position et une direction. Ça fait un mot à chaque fois, en 3 dimensions, ça fait 6 mégamots. C'est pas énorme ça, c'est petit comme mémoire active. Par contre, la consommation est énorme. Donc, ce genre de programme va être très stressant pour un garbage collector. Par contre, le premier programme, pour le garbage check, sur la pelouse, il ne doit presque pas travailler. Donc, mais le deuxième type de programme va être très stressant pour le garbage collector. Il va devoir beaucoup travailler. Et donc, parfois, on voit ça. Si on a typiquement, on a des simulateurs, on voit ça. Que le garbage collect, 90% du temps de l'exécution, c'est le garbage collect. On voit ça quelquefois. Et donc, une dernière intuition, taille active, c'est votre poids, votre taille active. Votre consommation, c'est combien vous mangez par jour. Alors, on peut manger des centaines de kilos, mais ce n'est pas pour ça qu'on va peser des centaines de kilos. C'est un peu l'intuition. Comme ça, il faut bien les distinguer. Le garbage collect ne s'occupe que de la mémoire active, en fait. Okay? Donc ça, c'est important. Comme ça, vous avez une idée sur la gestion de mémoire, et ça va vous servir. Quelquefois, on a des façons de contrôler le garbage collect. On a des appels. En Java, par exemple, on peut contrôler quels sont les seuils de mots actifs libres qui fait que le garbage collector est déclenché. Alors, on peut peaufiner un petit peu l'expression avec ça. Donc vous pouvez voir ça dans plein de systèmes. Okay. Donc voilà pour le garbage collect. Ça c'était plus un peu la physique de l'information. Maintenant, je veux parler du meilleur deterministic data flow reports.
j'avais mis un truc sur Voodoo. J'ai essayé de résumer ce qui se passe dans un slide. Je ne sais pas si c'est clair, j'ai essayé de faire un truc clair. D'abord, le non-déterminisme, parce que je me rends compte que pour beaucoup de gens, c'est un concept un peu subtil. Le non-déterminisme, c'est quand un programme fait un choix. Ils ne sont pas déterminés par le programmeur, mais ils se font imposer de l'extérieur du programme. Un choix imposé de l'extérieur. Et c'est vachement difficile. Et en fait, dans la pratique, et je vois ça, des collègues, des gens qui travaillent dans l'industrie, ils passent beaucoup de temps à débugger ça. Parce que les programmes industriels, on appelle ça legacy code, sont beaucoup trop non-déterministes. Moi, je vois ça. Je vois par exemple, j'ai un ancien thésard, je le suis un peu sur Twitter. Il m'a dit, j'ai encore passé 15 heures à essayer de trouver un race condition. Merde, il a passé 15 heures pour débugger un truc non déterministe. Et c'est tout le temps comme ça. En fait, c'est le problème des langages. Ils sont très mal foutus. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est la data flow déterministe, que j'appelle ici functional data flow. Et pas de déterminisme observable, pas de course. On peut faire du lazy, on n'a pas vu ça dans ce cours, mais on verra dans un autre cours. L'exemple, c'est une porte logique. On a besoin d'un signal sur chaque entrée pour avoir une sortie. Donc c'est totalement déterministe. Deux signaux arrivent, un signal sort. Le programme ne fait aucun choix. Et l'autre cas, c'est non déterministe. L'exemple typique, c'est le client-serveur, que vous avez vu. C'est le monde externe qui décide quel client. On voit le message au premier. Et ça, c'est la programmation générale avec thread et cellule, mutable state. On peut avoir des courses, et les courses, c'est vachement chiant. Il y a deux paradigmes, on en a vu un, message pass, c'est des multi-agents. Et la semaine prochaine, nous allons voir Erlang qui utilise ça. Il y a un deuxième paradigme qui est pire, qui s'appelle shared state. Java utilise ça. C'est très mauvais en fait. Et j'ai des slogans. Il y a la concurrence pour les nuls. C'est vachement facile. On peut mettre des threads où on veut et on n'introduit jamais de bug. On est tranquille. Mais l'autre, vous reconnaissez cette phrase, c'est en anglais, mais ça vient de Dante. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Dante. Il a écrit un truc qui s'appelle la comédie divine. Ça vous dit quelque chose? En 3 volets. Le premier volet, c'est l'enfer. Et sur la porte de l'enfer, il a abandonné tout espoir. Ceux qui rentrent ici. Si on rentre en enfer, on ne sort jamais. D'ailleurs, je vous recommande. C'est très intéressant. Et le nombre de papes qu'on trouve en enfer, c'est incroyable. Donc c'est très intéressant. Mais ce n'est pas un paradigme qui est agréable. Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est méchant. Et ce qui est vraiment étonnant pour moi, c'est que le monde industriel utilise ça en premier. La plupart du code est écrit avec ce truc. Pour des raisons purement historiques. Parce que les gens ne savent pas mieux, qu'il n'existe pas des plateformes raisonnables, ou très peu. Et le changement est très lent. Et donc, la solution, c'est écrire les programmes en functional data flow. Ça, ce serait la solution. Ça épargnerait tellement de temps, il y aurait tellement moins de bugs. Peut-être dans 20 ans, ça va se faire. Et on a fait des choix que dans les cas précis où on les impose, dans le client-serveur. Et nulle part ailleurs. Et la plupart des programmes ont très peu besoin de ça, en fait. Mais un système comme Java, toutes les variables sont des points non déterministes, parce qu'on peut les modifier plusieurs fois si plusieurs threads les modifient. En Erlang, c'est pareil. Tous les processus Erlang multi-agents reçoivent des messages comme un client-serveur.
Donc, le non-déterminisme est énormément trop présent. Donc, je fais un petit slide comme ça pour donner la solution. Mais maintenant, je vais vous donner des exemples avec ça. Je vais vous donner 3 exemples. Moi, je l'appelle ici deterministic data flow, mais ça s'appelle aussi functional data flow, parce qu'en fait, c'est un paradigme fonctionnel. Donc, functional data flow et deterministic data flow sont en fait des synonymes. J'aime bien le deterministic data flow parce qu'on voit que c'est déterministe. Mais functional data flow, c'est aussi un mot qui est bien, parce qu'on voit que c'est un paradigme fonctionnel, qui ajoute des informations. Et on ajoute des ports que à des endroits où on en a besoin. Donc c'est très peu comme maintenant. Hein. La plupart des programmes sont majoritairement déterministes. Hein. Et donc le résumé, écrire une forme concurrente c'est difficile, mais le functional data flow c'est facile. Alors, la meilleure façon, c'est on commence par le deterministic data flow et on ajoute des points de non-déterminisme, hein, des ports par exemple, mais très peu, aussi peu que possible. C'est pas comme des multi-agents qu'on a vu la semaine dernière, parce que dans les ports objects, chaque port object a un port. Hein. Chaque port object est comme un client serveur. Donc c'est encore trop non-déterministe. En fait, hein. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques exemples de ça. Je vais vous donner 3 exemples. La composition concurrente, statique et dynamique, et un exemple comment on élimine les dépendances séquentielles. Donc d'abord, la composition concurrente, c'est un truc qui est très utilisé. Hein. Ça a parfois des noms différents. En fait, on veut créer le thread et on veut attendre qu'il soit terminé. Hein? Pour expliquer ça, je commence par l'instruction thread end, thread S1 end, thread S2 end. On crée 2 threads. Mais le thread original n'attend pas que les 2 threads soient terminés. Hein? Mais parfois, les nouveaux threads sont subordonnés au thread qu'on crée. Hein? Parfois, on a par exemple un thread, donc le temps passe en bas, T1, on crée un thread ici, T2, et on crée un autre, T3, et on doit attendre que les 2 autres soient terminés. T2 terminé. Ça s'appelle la composition concurrente. Ce sont 2 calculs concurrents qu'on va composer. Et il y a une notation qu'on utilise, et ça on trouvera assez souvent, avec 2 barres verticales comme ça. S1 concurrent avec S2, on va créer 2 threads, mais le S3 ne va s'exécuter que quand S2, S1 et S2 sont terminés. Donc on attend. Il y a une synchronisation. Donc ce n'est pas comme thread end qui crée le thread et qui n'attend pas. Donc, je voudrais donc vous programmer ça. Et en fait, c'est très facile à programmer. Hein. Avec le variable adaptateur, c'est purement déterministe. Hein. Je veux programmer ça. S1 parallèle S2. Avec le variable adaptateur, c'est très facile. Je fais S1 dans un thread, S2 dans un thread, je crée 2 variables, X1 et X2. Quand S1 est terminé, je fais X1 égale unit. Unit, c'est une constante, hein, mais on utilise quand on s'en fout de la valeur. Ça peut être n'importe quelle constante. Ça pourrait être 1 ou 2 aussi. Et quand S2, ici, dans un autre thread, et quand S2 est terminé, on fait X2 égale unit. Après, on fait un wait, on attend dans le thread principal, jusqu'à ce que S1 et S2 soient tous les 2 terminés. Donc ça donne exactement une composition concurrente, hein, si on le programme. Mais bien sûr, on ne veut pas le programmer comme ça. On veut le faire en
démontrer ça. On fait une abstraction avec du higher order, bien sûr. Le higher order des abstractions, c'est la monnaie courante de tout programme. Donc, on va donc créer une abstraction. Mais on va faire une forme générale avec n instructions, pas simplement 2. L'instruction S1, eh bien, on peut en faire une procédure de 0 argument, comme ça. Et on définit la procédure barrier, parce qu'en fait, ça s'appelle aussi la synchronisation barrière, barrier synchronization, parce que c'est une sorte de barrière. On attend que tous les threads se terminent, et après on fait un très gentil programme en higher order. Il n'y a que 2 lignes de code là-dedans. C'est pas mal, hein? Donc, PS, c'est une liste d'instructions. C'est donc l'entrée, PS. On fait un map. Donc, pour chaque élément de PS, on va créer un thread. On va exécuter P, l'instruction. Et après, on va faire X égale unit, avec une nouvelle variable, et on renvoie X. Et après, donc XS, c'est donc une liste de toutes les variables qui vont nous indiquer quand les threads sont terminés. Et on va faire donc un simple for all, for x et xs, wait x. On attend que tout ça soit terminé. Donc ça, c'est un très bel exemple de programme concurrent en data flow déterministe. C'est gentil, hein? Ça, avec du higher order, et c'est totalement non déterministe. Il n'y a aucun problème de race condition ou de débugage. Il est très facile de montrer que c'est correct. Et je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ici, on a un exemple de code. Barrier. Et je mets des délais pour rendre la chose plus intéressante. Ici, il y a, par exemple, une instruction browse i, mais avec un délai de 600 millisecondes. Ici, on a un délai de 500. De nouveau, on appelle barrière à l'intérieur. Un délai de 200, de 400. Et la question, qu'est-ce qui est affiché par ce programme? Bien. On verra bien. D'abord, on va faire une petite pause. Donc là, on fait la pause très importante pour code. Barrier, synchronization. Après, on va faire une exécution de ça. Je vais faire un exemple. Après, on va faire un peu, on va développer un peu. Trois instructions comme ça. Et dans le premier, je mets un délai de, disons, 200. Après, je mets un autre appel de barrier. Après, je vous demande de me dire ce qui va être affiché. Voilà, quelques barrières. Alors, si j'exécute ça, qu'est-ce que ça va afficher? Il faut regarder, réfléchir un peu. Donc, delay 100, ça va donc dire à l'ordonnanceur de
arrêter le thread pendant au moins 100 millisecondes. Mais on ne peut pas garantir que c'est exactement 100. Hein, parce que après, le scheduler, il a l'autre thread qu'il exécute, mais le thread sera de nouveau runnable à 100. Mais dans la pratique, on peut supposer que dans un petit programme comme ça, que si on fait de l'ASON, que dans la pratique, relativement vite, après 100 millisecondes, ça va s'exécuter. Donc le A, il sera affiché après 300 millisecondes. Le B, il sera affiché après 400. Et le C, il sera affiché quand? Après combien? Après la fin de barrière. Le barrière, c'est une composition concurrente. Du coup, les deux peuvent se terminer. Donc, après, le maximum des deux, plus 100. Hein. Donc, 400, disons. Comme B, mais après B, parce que B s'exécute avant C. Parce que c'est justement... C attend la terminaison de l'autre thread. Donc B et puis C. Après D après 150. E après 150 aussi. 225 F. C'est tout. Après 234. Je peux même mettre une chose H ici. Le H il sera affiché après tout terminé. Donc, la première procédure, c'est 400 millisecondes, la deuxième, c'est 225, la troisième, c'est 234. Donc, le maximum de 3, c'est 400. Donc, vous pouvez voir. Vous pouvez exécuter ça et voir si vous avez besoin. Bon, je vais toujours le voir. Si j'exécute ça, D, E, F, G, A, B, C, H, est-ce que c'est ce que vous voulez? Faut voir. Je mettrai ça sur la photo pour voir si vous pouvez mettre ça. Ok. Maintenant, je vais aller plus loin. Hein? Bon, d'abord, un petit truc. Il y a des langages qui permettent de créer de la nouvelle syntaxe, d'ajouter de nouvelles instructions, et donc on pourrait ajouter de la composition concurrente comme nouvelle instruction à ce moment-là. Hein? Par exemple, conc de ça, end, et qui sera traduit en ça, par exemple. Il y a des langages qui permettent ça. Par exemple, un langage comme Scheme, qui a des macros, il y a d'autres langages qui permettent de l'extension de syntaxe. Ça s'appelle des abstractions linguistiques. Je le mentionne, mais parce que comme ça, on peut vraiment ajouter la composition concurrente comme si c'était une nouvelle instruction. Ok, maintenant on va aller plus loin. En fait, la composition concurrente, comme je vous l'ai montré, le nombre d'instructions est connu, statique. Hein, ici, il y en a n, et c'est statique. Qu'est-ce que se passe si on ne connaît pas le nombre de threads? Si pendant les threads, on peut créer de nouveaux threads et ainsi de suite, récursivement, le nombre de threads peut être inconnu. Il est possible que pendant qu'on a créé un thread, dans ce thread, on peut créer un autre thread et ainsi de suite, récursivement, aussi loin qu'on veut. Et on veut attendre jusqu'à ce que tous ces threads soient terminés. Même les threads qui sont créés au fur et à mesure de l'exécution. Vous voyez que c'est une autre paire de manches par rapport à ce que nous venons de voir. Hein? Un thread peut à l'intérieur créer un nouveau thread. C'est possible avec thread end. Hein? Thread S-end, le S peut créer des threads. Mais nous, maintenant, on veut une abstraction qui marche comme thread end, qui permet de créer des threads autant qu'on veut, et on veut synchroniser, attendre la fin de tous ces threads, même ceux qui sont créés au fur et à mesure pendant l'exécution.
Et on ne sait pas combien. Ça peut être beaucoup, très peu. Et cela marche dans tous les cas. Cette abstraction, on va l'écrire, on ne peut pas l'écrire en data flow déterministe. Ah, la barrier synchronization, oui. La synchronisation barrière, hein, ici, c'est un programme 100% déterministe. Mais le nombre d'instructions est connu, c'est la longueur de la liste PS. Hein. Et à l'intérieur d'un thread, on ne peut pas créer un nouveau thread. Mais maintenant, on veut pouvoir créer des threads à l'intérieur des threads qu'on vient de créer, et récursivement, et aussi loin qu'on veut. Vous voyez que tout d'un coup, les choses ne sont pas aussi simples. Hein? Et on ne peut pas les écrire en data flow déterministe, ça. Il faut donc aller plus loin. En fait, on aura besoin d'un port, un port. Pour l'écrire, on a besoin, presque tout sera déterministe, sauf un seul port. Pourquoi? Pourquoi c'est non déterministe? Eh bien, parce que l'ordre de création des threads, ça dépend de l'ordonnanceur. Le programmeur n'a plus de contrôle. Et les threads peuvent affecter des variables. Et donc, l'ordre de l'affectation des variables peut dépendre des choix du scheduler. Donc, c'est un programme non déterministe tout d'un coup. Hein. Donc, ça ne peut pas être écrit en functional identifier. Mais on peut le faire avec un seul port. Je vais vous montrer comment le faire. D'abord, on va définir le API. Donc, il y a un thread principal, main thread, et tous les autres threads, on va les appeler des threads subordonnés, subordinate threads, et un thread subordonné peut créer d'autres threads subordonnés, et ainsi de suite. Et l'abstraction, c'est la suivante. On a donc besoin de deux procédures, en fait. Une procédure new thread, qui crée dans le thread principal, dans lequel s'exécute new thread, on va créer un calcul avec S, l'instruction S. Mais il y a une sortie, une procédure subthread. Si on exécute subthread avec une instruction S, on va créer un thread subordonné. OK? Mais subthread, on peut l'exécuter où on veut, même à l'intérieur de S, ici. Hein. À l'intérieur de ce S, il peut y avoir un appel de subthread. Et là aussi, c'est donc récursif. Hein. Un subthread peut créer de nouveaux subthreads et ainsi de suite. Et ça dépend de l'exécution, le nombre de threads. Hein. Donc, nous crée un nouveau calcul et donne une procédure subthread. Et new thread lui-même ne va se terminer que quand tous les threads subordonnés sont terminés. Donc une synchronisation, une composition courante dynamique, si on veut. Ça c'est intéressant, hein? Vous êtes curieux comment on va faire ça? Ça n'a pas l'air évident, hein? Ok. Et donc ce thread va créer un thread. Donc ce thread marche comme thread end, mais dans le contexte du thread principal. Parce qu'il n'y a que des threads qui sont créés ici, qui vont être comptés pour la synchronisation. Il n'y a pas tous les threads dans le système, hein, que les threads qui sont créés là. Okay. Donc, toutes les deux instructions S peuvent appeler subthread et ainsi de suite. Et à l'intérieur de ce subthread, on peut aussi appeler subthread et ainsi de suite. Donc, l'arborescence des threads peut être d'une quelconque profondeur. Et ça dépend de l'exécution. Donc, on peut avoir des milliers de threads. Et ça peut dépendre de plein de choses. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? En fait, l'algorithme est très simple avec un port. Vous allez voir que c'est très simple. Et je vous montre tout de suite l'algorithme. En fait, nous allons compter le nombre de threads actifs qui sont en train d'être exécutés. Et comment est-ce qu'on va les compter? Eh bien, quand on crée un thread, ici, les lignes horizontales sont des threads. Quand on crée un thread,
on va envoyer plus 1 à un port. Et quand le thread se termine, on va envoyer moins 1 au port. Et donc, sur le stream du port, il y a des plus et des moins 1 qui vont apparaître. OK? Donc, plus 1 quand le thread est créé, et un moins 1 quand le thread se termine. Donc ici, on ajoute un plus 1. Ici, quand le thread se termine, on voit un moins 1. Mais, ici, on crée un autre thread, on envoie plus 1. Ici, on envoie moins 1. Mais pendant ce thread, on va créer un autre. Vous voyez que ça peut aller loin. Mais à chaque fois que le thread termine, on envoie moins 1. Et on garde, on fait la somme de tous les chiffres qui apparaissent sur le flow. Quand cette somme arrive à 0, ça veut dire que tous les threads sont terminés. Un marche pour tout le nombre de threads. Et un seul port suffit. Parce que, même si on crée des millions de threads, chaque thread va connaître le port. Donc, un seul port suffit pour ramasser toutes ces informations. OK? Ça, c'est l'idée. Mais attention, c'est un peu subtil. Il faut envoyer le plus 1 avant la création et il faut envoyer le moins 1 à l'intérieur du thread juste avant la terminaison. Si on ne fait pas dans cet ordre-là, ça ne marche pas. Donc, bien sûr, tout dépend au moment exact où on envoie les plus 1 et les moins 1. Parce que tout est non déterministe. Le scheduler, il a son mot à dire, et ça va marcher indépendamment du choix du scheduler. Et donc, c'est un peu subtil. Nous devons donc faire une preuve. On doit raisonner pour être sûr que c'est bon. OK. Voici une implémentation. New thread. P, c'est l'instruction, c'est une procédure à 0 argument, et subthread, c'est la procédure concrète. Donc, à l'intérieur de new thread, on va définir la procédure subthread. On va aussi définir un port. Je vais l'appeler PT parce que le P, c'est la procédure. PT, c'est le port. S, c'est le stream. À l'intérieur de subthread, je vais donc créer un thread et je vais appeler P. Mais juste avant de créer, je vais envoyer plus 1 au port, et après l'exécution de P, et juste avant la terminaison du thread, je vais envoyer moins 1 au port. Attention, le minus est un tilde, donc ça c'est moins 1. Et donc ici on définit ce thread. Le thread principal, ici, on le crée, main computation, et on a une procédure récursive qui va faire la somme de tous les plus et les moins 1. J'appelle ça zero exit. Il va sortir pour la somme, donc un running sum, une somme courante, ici, somme courante sur S. Et quand la somme courante est 0, zero exit pour sortir. Mais on commence, on trouve subthread P. Vous voyez qu'on va tout de suite envoyer plus 1. Donc, il y aura déjà un 1 sur S. Donc, le zero exit ne va s'éteindre, ne va sortir que quand ce thread est terminé. Mais à l'intérieur de P, on peut aussi créer des threads qui vont eux-mêmes aussi envoyer des plus 1 et des moins 1. Donc, à chaque fois qu'il y a un thread actif est créé, il y a un plus 1 qui est envoyé. Okay? Donc ça, c'est un programme. On peut penser qu'il est correct, mais est-ce qu'on est sûr qu'il est correct? Comment est-ce qu'on pourrait être sûr que le scheduler ne peut pas casser ça? Intuitivement, ça a l'air raisonnable, mais l'intuition ne marche très mal pour les programmes concurrents. Il faut une preuve. Et je vais vous donner cette preuve. Et avant de vous donner cette preuve, je change un tout petit peu le programme. Le send plus 1, au lieu de le faire avant le thread, je le mets à l'intérieur du thread, juste avant l'exécution de P. Ça a l'air raisonnable, hein?
on crée un nouveau thread, on envoie +1, on exécute P, quand P est fini, on envoie -1. N'est-ce pas? Ça a l'air raisonnable. Hein? Mais ce n'est pas le même que le premier programme, mais je le mets maintenant à l'intérieur. Eh bien, cette version est buggée. This one is buggy. Ce programme est buggé. Alors, il faut pouvoir imaginer des scénarios. Il faut essayer de réfléchir comme un programme concurrent. Ce n'est pas évident. Hein? Et donc, si on réfléchit comme un programme concurrent, on doit penser que l'ordonnanceur est un méchant qui essaye de casser le programme. Quel est le pire choix d'ordonnancement pour être fait par le scheduler? C'est un peu comme la sécurité informatique. Hein. Dans la sécurité, on pense qu'il y a un adversaire qui essaie une menace, qui essaie de rentrer dans le système pour casser des choses, ou pour voler des choses. Tous vos bitcoins, par exemple. Mais ici, on pense que l'ordonnanceur est un méchant. Quel est le pire des choix? Est-ce que vous pouvez imaginer un choix de l'ordonnanceur qui fait casser ce programme? Ça veut dire quoi casser? Ça veut dire par exemple que 0x sort quand la somme sur S est 0, mais il y a toujours des traits actifs. Ah, ça c'est un peu le cas. Si 0x sort, si on a +1, -1, +1, -1, donc la somme est 0, 0x sort, mais il y a toujours des traits actifs. Ah, si c'est le cas, c'est qu'il y a un bug. Ça ne va jamais arriver, ça. Mais avec ce programme, ça peut arriver. Vous pouvez imaginer comment? Il faut vraiment imaginer, vous mettez dans le rôle de l'ordonnanceur, et quel est le pire choix pour le faire l'ordonnanceur? Je veux... Oui? Eh ben, au moment où il appelle ce thread, oui. Il crée le thread, mais là il change de contexte, il passe à 0 exit, il sort du programme et le thread est créé. Oui, exactement, très bien. Félicitations, tu as trouvé. C'est exactement ça. Donc je répète hein, la réponse qui a été donnée. On fait ce thread, on crée un thread, et juste avant de faire le 5 + 1, l'ordonnanceur endort le thread. Pouf. Et tout le reste du programme s'exécute, tous les autres threads se terminent, et le nombre de threads actifs est donc 0, et 0x sort, et à ce moment précis, le scheduler réveille celui-là, qui va à ce moment envoyer +1, et du coup, il y a toujours un thread actif, pourtant le programme est sorti. Hein? C'est exactement ça, très bien. Hein? C'est très bien. Donc, il faut ce genre de réflexion, c'est super important. Mais on ne peut pas passer sa vie à essayer de débugger des programmes concurrents comme ça. On a beaucoup de cheveux gris comme moi, hein, ou même plus, et on n'ira pas très loin. Donc, le mieux que essayer de trouver, ça c'est bugué, mais celui-là est correct. n'est pas bugué. Celui-là est parfaitement correct. Mais il n'y a pas un autre scénario. On pourrait penser, oui, d'accord, mais ici, il y a peut-être un scénario bizarre qui va casser ça aussi. Mais non, il n'y en a pas. Et ça, on peut prouver. Donc, on va faire une preuve. Et donc, souvent, pour les programmes concurrents, il faut raisonner, il faut faire une preuve. Et la preuve se fait avec un invariant. Et là, ça me fait toujours marrer parce que je sais que vous avez déjà vu des invariants pour prouver des programmes, c'est vrai, hein? Mais je sais aussi que plus que 95% d'entre vous pensent que les invariants, dans la pratique, ne servent à rien. Avouez, hein? C'est un truc pour faire sourire le prof ou un théoricien, mais ce n'est pas utile en pratique. Avouez que vous pensez ça, que vous n'allez pas l'utiliser dans la pratique. C'est clair, hein?
Vous n'osez pas le dire, mais je sais que vous pensez ça. Eh bien, ici, vous allez voir que c'est vraiment utile, hein, parce que je vous défie de prouver que ce programme est correct. Et c'est la seule et la façon la plus facile de le faire, c'est avec un petit invariant très simple. Et avec cet invariant, on a une très très bonne intuition. On sait que le programme est correct. Donc, je prends un invariant. La somme des éléments sur S est plus grande ou égale au nombre de traits d'actifs. Ok? Ça, c'est un truc qui doit donc, c'est un invariant qui doit donc être toujours vrai pendant toute l'exécution. Eh bien, on va prouver que cet invariant est toujours vrai avec l'induction. Et il est clair que quand cette somme est 0, comme il est plus grand ou égal au nombre de traits d'actifs, et le nombre de traits d'actifs ne peut pas être négatif, hein, alors le nombre de traits d'actifs sera 0. Hein, c'est clair. Quand la somme est 0, le nombre de traits d'actifs est 0. Hein, c'est clair que ça va dire que quand il suffit d'attendre que la somme soit 0, et à ce moment-là, on est sûr que le nombre de traits d'actifs est 0. On va faire donc l'induction. Le cas de base, c'est l'appel initial. Bon, il est clair que c'est vrai, parce que les deux sont 0. Il n'y a encore rien sur le flow, et il n'y a encore pas de trait créé. Hein, c'est le seul trait qui crée, donc c'est bon. Mais il y a le cas inductif. Et le cas inductif, bah, on a un programme qui s'exécute. Il y a que 4 opérations qui peuvent changer la vélocité de cet invariant. En fait, il suffit de regarder aux opérations pourraient faire en sorte que l'invariant bascule. Il devient faux. Donc il n'y a que 4 cas, c'est le transport suivant. Mais avant de passer à ça, je voudrais vous dire que l'invariant, c'est un problème, c'est une propriété de safety. Ça veut dire que si l'invariant est vrai, rien de mauvais va arriver. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut aussi une autre propriété, c'est le liveness. C'est le fait que le programme avance. Hein? L'équité du scheduler, c'est une propriété de liveness. Chaque trait de vulnerable va être exécuté. Ça aussi, c'est important. Et donc, je ne vais pas parler de ça, mais il est clair qu'on suppose que l'ordonnanceur, chaque truc qui est créé, va s'exécuter. Hein. L'invariant ici, ce n'est qu'une propriété de safety. Ça veut dire que si l'invariant est vrai, rien de mal ne va arriver. Mais l'invariant ne prouve pas que le programme avancera. Ça, c'est un autre argument dont je ne parlerai pas. OK. Le premier appel, la subthread, va envoyer 1 à S. Ici. Ici, on appelle subthread. Et dans le même thread de cet appel, send 1 plus 1. Donc, quand on exécute 0 exit, il y aura déjà un plus 1 sur S. Ça veut dire que 0 exit ne va se terminer, va pas se terminer tout de suite, mais il va au moins attendre que le premier thread se termine. OK? Donc ça, c'est le cas de base. Mais maintenant, on va voir les 4 cas inductifs. Il y a 4 possibilités et 4 opérations qui peuvent changer la véracité de l'invariant. Et je vous le mentionne ici. Donc, c'est le send de plus 1, c'est la création d'un thread, c'est le send de moins 1, et c'est la terminaison d'un thread. Chacun de ces trucs change quelque chose dans l'invariant. Et il faut raisonner ou montrer que l'invariant sera toujours vrai. Bon, on peut supposer qu'il est vrai avant. Si le fait, on peut toujours vrai supposer. Donc il y a l'expression ici. Il y a une opération. Et l'invariant est vrai ici. Ici, on peut supposer, ça c'est l'argument inductif, hein, que I1
après. Et la question, est-ce qu'il est vrai après? Donc l'argument inductif, parce que ça commence depuis le début, hein, on ajoute une opération. Donc pour raisonner, on peut supposer que l'invariant est vrai juste avant. Mais est-ce qu'il est vrai juste après? Ah bien, on va voir. On va regarder ça ensemble. Si on envoie plus 1, alors l'invariant c'est ça, la somme sur S plus grand ou égal au nombre de traits actifs. Si on envoie plus 1, la somme va augmenter de 1, donc l'invariant qui était vrai reste vrai. C'est facile. Ça c'est facile. Les autres ne sont pas aussi faciles. On démarre un trait. Ah, ça c'est plus difficile. Parce qu'on démarre un trait, ça va augmenter ça. Mais on risque donc de casser l'invariant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut raisonner un peu plus. L'invariant va rester vrai parce que le démarrage d'un thread attend le démarrage d'un thread ici, thread, c'est toujours après un send de plus 1. Et avant le send de plus 1, l'invariant est vrai ici. Et du coup, on peut toujours penser qu'on va simplement bouffer le plus 1 qu'on a donné là. On a donné un peu de jeu, de plus 1, et on va l'éliminer. Donc plus 1 moins 1. OK? Pour l'invariant. It follows a send of 1, and the assertion is true just before the send. Donc c'est bon. Donc dans ce cas, l'invariant reste vrai. Après, le send de moins 1. Ah, ça c'est un peu plus difficile. Parce que on a un send de moins 1, mais l'invariant est ici. Donc on va réduire ça avec 1. Attention, le nombre de threads actifs, ça risque de casser l'inégalité. Mais en fait, le send de moins 1 arrive toujours à la fin, juste avant la terminaison d'un trait. Hein? Si on regarde ici, le send de moins 1, il est toujours juste avant la terminaison d'un thread. Et du coup, le thread ne fait plus aucun travail après le send de moins 1. Donc, la partie du thread après le send de moins 1 est une partie un peu, comment dire, vide. Hein? Donc, on n'a pas besoin de le compter. Hein? Donc, sans perte de généralité, on peut supposer que le thread se termine juste avant l'envoi de moins 1, parce qu'il ne va de toute façon faire aucun travail après, et il va se terminer. Et donc, le tout petit moment qui existe après le send de moins 1 n'a pas d'importance. Ok? Vous voyez ça? C'est un petit peu un raisonnement qui se suffit. Et le dernier, quand on termine un thread, bien sûr, la section est toujours vraie. Les deux difficiles, ce sont le deuxième et le troisième. Hein. Et vous voyez qu'il est très important que le send de plus 1 doit être fait à l'extérieur du nouveau thread. Hein. Vous voyez ça? Sinon, on casse. Donc, on peut vraiment montrer que l'invariant ne marche pas avec celui-là. Parce que c'est clair que si l'invariant marcherait avec ça, il servira à... Qu'est-ce que c'est? Un raisonnement, faux raisonnement. Hein? Mais en fait, l'invariant ne marche que si le send de plus 1 est fait avant le thread. Okay? Parce que si on le fait après, hein, si on fait un start un thread, et le send de plus 1 se fait après, alors on n'a plus de jeu. On n'a plus un 1 qu'on pourrait bouffer. Hein? On est déjà peut-être à la limite. Donc, si on démarre un thread sans avoir envoyé plus 1 avant, on peut casser l'invariant. Hein? Okay? Et la dernière chose, c'est la procédure zero exit, qui aime c'est un accumulateur. Hein. Ça doit toujours dire au moins un élément. La définition de celui-là est un petit peu délicate parce qu'on sait
qui va toujours lier au moins un élément. Et on lit un élément, case S of X, et N, c'est l'accumulateur avant, donc il est 0 avant. Donc si N plus X égale 0, c'est fini. Sinon, on fait un appel récursif avec N plus X. Donc N, c'est un accumulateur qui donne la somme de tous les plus et les moins 1 qu'on a vu avant. Donc, au moment où ça devient 0, il sort. Donc le 0x, il va suivre le S jusqu'au moment où la somme est 0. Ok? Vous voyez ça? Et du coup, ce programme, il est correct. Ah, c'est intéressant, non? Vous êtes convaincu, peut-être un peu plus que quelquefois, ça sert à quelque chose. C'est en général pour les problèmes de concurrence, c'est très important. Ok. Bon, je vous laisse. Ça serait bien de faire exécuter ce programme et de faire subthread et de voir marcher ce truc. Hein. Je vous laisse. Vous pouvez jouer avec ce programme. Hein. Je vais vous donner un dernier exemple. C'est les dépendances séquentielles. Ça, c'est un truc un peu général. Dans une dépendance séquentielle, c'est quand un programme exécute des instructions dans un ordre. Donc, c'est clair. Dans un programme séquentiel, les instructions sont exécutées à l'ordre. C'est ça la dépendance séquentielle. Mais parfois, ça ne sert à rien. Et on veut les éliminer. Mais quelquefois, on peut ajouter des threads et le calcul va rester. Et le calcul est purement fonctionnel. Mais il y a des exemples où le déterminisme data flow n'est pas assez fort, où ça va quand même encore bloquer. Et je vais vous montrer un exemple. On fait un trade-off. On réduit les dépendances en augmentant le non-déterminisme. En fait, il y a une sorte de vase communicant entre non-déterminisme d'un côté et dépendance de l'autre. Je vous donne l'exemple, ça va être plus clair. Ici, j'ai la fonction filter qui prend une liste L et une fonction booléenne F et qui renvoie tous les éléments de L pour lequel f de x est true. Vous voyez ça comme ça. If f de x, comme ça, if f de x est true, then x bar filter, else filter L de c'est une fonction différente, mais il y a une dépendance. Et je vous montre un petit peu ça, c'est un peu évident. Hein? Si j'ai filtre A, 5, 1, B, 4, 0, 6, et A n'est pas lié. Eh bien, quand on fait F de A, le programme va bloquer, bien sûr. C'est évident, on bloque, hein, parce qu'on ne connaît pas encore A. Et le reste du filtre, il va attendre. Mais peut-être qu'on ne veut pas ça. Peut-être qu'on veut faire quand même le reste. Parce que là, on voit qu'il y a déjà un 5. Et comme 5 est plus grand que 2, on sait que le 5, il passera à la sortie. Le 1, il ne passera pas. Le 4, il passe. Le 0 ne passe pas. Le 6, il passe. Le 5, 4 et 6 passeront à la sortie. Mais, aussi longtemps que A est bloqué, on ne peut pas le savoir. Ça arrête tout. Peut-être qu'on veut faire autrement. Peut-être qu'on veut essayer de filtrer sur tous les éléments et quand même faire passer 5, 4 et 6 sans attendre sur le 1. Vous voyez? Le 1, ça bloque, ça donne une dépendance. Ça arrête tout. Comment est-ce qu'on peut éliminer ça? On peut éliminer ça si on introduit le non-déterminisme. Je vais appeler ça concurrent filter, et ça a le même argument que le filtre normal, mais c'est concurrent. Si je l'appelle A, 5, 1, B, 4, 5, 6,
ça va tout de suite renvoyer 5, 4, 6, et ça va tout de suite utiliser 1 et 0, et ça ne va bloquer que sur le A et le B. Donc c'est bien, on a déjà une partie du résultat tout de suite. Ça vient bien, c'est bien. Par contre, on paye un prix. Hein. Le prix, c'est le résultat non déterministe maintenant. Vous voyez, il y a un trade-off. Quelquefois, on peut réduire. Les dépendances font que les choses sont déterministes. Hein. Si on les élimine, le programme peut aller plus vite, mais il sera non déterministe. Hein. C'est un rare cas où le non-déterminisme est gentil et bien où on le veut. Hein. C'est l'outil ici, on l'autorise. Hein. Le 5, 4 et 6, c'est pas sûr qu'ils vont arriver dans cet ordre-là. C'est parce que ça se pourrait être dans des traits différents. Ils peuvent arriver 6, 5, 4 par exemple. Hein. Ça dépend du scheduler. Donc les éléments 4, 5, 4 et 6 peuvent arriver dans n'importe quel ordre. Ils peuvent même arriver après que A soit lié. C'est le scheduler. Et donc, c'est un exemple où on réduit les dépendances, mais le prix à payer, c'est augmenter le non-déterminisme. Okay? Si on fait ça, c'est parfois OK. Parfois, on s'en fout. Peut-être qu'on s'en fout de l'ordre des éléments. On veut des résultats très vite. C'est tout avec le filtre. Peut-être que l'ordre n'a aucune importance dans notre programme. On veut juste le résultat, très vite. À ce moment-là, comme filtre, ça peut être un bon choix. Vous voyez? Et donc, c'est un cas où le non-déterminisme est acceptable. Ça arrive. C'est un rare cas où c'est gentil. Pour implémenter ça, on a besoin de concurrent composition, donc le barrier qu'on a vu avant, et on a besoin d'un port. Hein, j'appelle ça un asynchronous channel, c'est un port, mais un port avec une opération qui permet de fermer le port. Hein, ça fait un nil à la fin du flow. Le problème avec les ports en OS, hein, qui font partie du système OS, c'est qu'ils sont pas, on ne peut pas les fermer. C'est les gens qui ont conçu OS dans le temps n'ont pas pensé à ça. Et si je change le système, tous les trucs qui sont écrits sur les ports dans le système deviennent faux, malheureusement. Mais on peut définir un port avec une opération close. On a besoin d'un port avec deux opérations, send et close. Send, c'est comme avant, hein, on envoie le message, et close, ça va lier la fin du flow à nil. Ça veut dire que le flow est terminé, ça devient une liste en fait. Hein. Et on peut le définir avec une cellule pour ça, par exemple. Donc le send avec un exchange, et le close, on va lier la fin, parce que le contenu de la cellule, c'est la fin du flow, on va le lier à un début. Mais je ne vais pas trop expliquer ça, vous pouvez essayer de faire marcher ça. Maintenant, on peut faire un filter, et c'est du higher order. Je vous explique comment ça marche. Donc, le filtre original, tous les f de x étaient dans le même thread. Et dans le bon filtre, chaque f de x est dans un thread séparé. Si le f de x envoie true, on envoie x au port. Hein? Et quand tous les threads se terminent, on ferme le port et le flow devient une liste. Et on va utiliser barrier pour détecter quand tout le travail est terminé. OK? Et donc, je vais vous montrer le code. C'est un nouveau très bel exemple de higher order et concurrent. Le higher order et le concurrent marchent très bien ensemble. Hein. Ça, il faut, le plus que vous comprenez comment les faire marcher ensemble, le mieux c'est. C'est parce que toutes les opérations fonctionnelles, comme map par exemple, et barrier aussi, ce sont des fonctions déterministes. La seule chose non déterministe ici, c'est le port. Hein. Tout le reste, c'est déterministe.
Donc, on va donc faire un map. Et pour chaque élément de la liste L, pour chaque élément de la liste, on va faire une procédure ici, parce que le map, ça, pour l'élément, ça renvoie une fonction. Donc la sortie du map pour chaque élément, ce sera cette procédure-là, qui sera l'entrée à barrier. C'est un bel exemple de higher order. Le map prend une liste d'éléments qui renvoie une liste de procédures. Et la liste de procédures est donnée à barrier. Et chaque procédure va être exécutée dans un thread avec barrier. Et il va faire if f de x, then send x, tout simple. Il va simplement dans un thread faire f de x. Si c'est true, il envoie, si c'est pas true, fermer. Et barrier va donc exécuter tous ces threads et attendre que tous les threads soient terminés. Et quand tous les threads sont terminés, c'est que tout le travail du filtre est terminé, et après on peut fermer le port avec close. Voilà, tout simple. Ça, c'est vraiment un bel exemple d'un programme concurrent et on sait qu'il est correct. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est en fait la concurrence pour le nul qui marche ici. Le seul endroit où c'est non déterministe, c'est le send x. Et on peut très facilement comprendre comment le send x marche ici. Tout le reste, barrier, fun, pop, tout le reste est fonctionnel. Functional data flow. Okay? Donc ça, malheureusement, les langages actuels ne permettent pas encore de faire des trucs comme ça. Si vous voulez faire du code comme ça, ça sera au moins une page de code. Hein? Si vous voulez faire un truc comme ça en Java, c'est peut-être 2 pages de code, malheureusement. Mais un jour, ça vient. Aujourd'hui, peut-être pas demain, pas après-demain, mais un jour. Ok, je vais donc résumer ce que nous avons vu pour la programmation concurrente. On a vu le data flow déterministe, que j'appelle ici Pure Functional Data Flow. Ça, c'est le meilleur. Et en fait, il est déjà très utilisé dans les outils cloud. Ça, c'est une belle réussite. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le multi-agent, le message passing. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et la semaine prochaine, nous allons voir Erlang, c'est un langage industriel, c'est ça. Et aujourd'hui, on a vu la meilleure approche, c'est Functional Data Flow Reports. La plupart du programme est pur et facile, et on ajoute juste quelques ordres. Je vous donne ça parce que je suis sûr que ça va venir. Malheureusement, il n'y a pas encore il n'y a pas encore de plateforme industrielle qui vraiment fait ça bien. Mais il y a une évolution, et peut-être dans 10 ans, ils vont faire ça, et vous serez prêts. You saw it here first. Vous allez vous souvenir de votre vieux prof et dit, il nous a déjà donné ça il y a 10 ans. Je serai très content. Ok, la semaine prochaine, nous allons parler de Erlang. Juste 2 mots. Erlang est un système multi-agent qui est extrêmement solide. On fait des systèmes extrêmement robustes. D'ailleurs, vous avez déjà utilisé Erlang, parce que vous a dit, dans les jeux, par exemple, multijoueurs, Erlang est très très utilisé. Et Erlang, ça date de 86, donc c'est même plus vieux que Java. C'est curieux, hein? Et c'est du multi-agent, et c'est super fiable. Et la semaine prochaine, nous allons voir les idées de Erlang. Et juste un exemple, il y a la société Ericsson, ils ont des grands switches pour les systèmes téléphoniques très très grands. Il y en a un qui s'appelle la AXI 301, qui contient 1,7 million de lignes de Erlang. Et dans cette pub, Ericsson, ils sont très marrants sur les Suédois. Dans leur pub, il dit que ce système a une disponibilité de 99,999%.
C'est inouï, hein? Je ne sais pas comment ils osent dire ça. Ça veut dire que dans une année, sur une année, le système ne va pas marcher pendant 30 millisecondes. C'est assez bien. Hein? Je ne sais pas si le nombre de 9, si j'y crois, en fait, hein? C'est la pub Ericsson qui disait ça, mais ça reste un système très fiable quand même. C'est très fiable. Mais en général, les Suédois sont très modestes, donc le fait qu'ils aient dit ça, ça m'avait un peu étonné. D'ailleurs, ça étonne beaucoup de gens. Mais c'est très vrai. Okay. Donc, on se met arrêter là, et la semaine prochaine, on va parler de